Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Imaginons un instant que le prix d'un plein d'essence aux États-Unis déclenche une réaction en chaîne inarrêtable. Ouais, un vrai scénario catastrophe. Exactement. Une réaction qui paralyse l'OTAN, enflamme tout le Moyen-Orient et finit par enrichir Vladimir Poutine en espace de quelques semaines. C'est fou quand on y pense. C'est exactement le scénario vertigineux qu'on explore aujourd'hui. L'objectif de notre analyse, c'est vraiment de décortiquer les sources sur cette crise majeure qui oppose les États-Unis de Donald Trump à l'Iran. Tout à fait. Et de comprendre par quel mécanisme une guerre qui semble régionale au départ devient instantanément un séisme mondial. Et c'est un séisme qui teste absolument toutes les fondations de notre monde contemporain, en fait. Ce qu'on observe dans les documents, c'est pas un affrontement binaire classique. Non, c'est clair. Avec des lignes de front bien nettes sur une carte, c'est terminé ça. Voilà, c'est ça. C'est une guerre qui s'enlise et qui produit un effet domino complètement dévastateur. On parle d'un test de résistance extrême pour les alliances occidentales historiques, quoi. Ouais. Une remise en question de ce rôle protecteur des États-Unis et surtout un boulevard stratégique inespéré pour les puissances rivales qui regardent la scène. Ok, on va décortiquer tout ça. Pour saisir comment l'onde de choc arrive jusqu'en Europe, il faut d'abord comprendre l'épicentre du conflit. C'est la base, oui. Et paradoxalement, cet épicentre, il n'est pas militaire, il est politique. Et il se trouve en plein cœur des États-Unis. C'est ça qui est fascinant. La stratégie américaine actuelle, d'après les sources, elle est presque entièrement dictée par des impératifs de politique intérieure. Donald Trump a annoncé récemment que l'Iran réclamait un cessez-le-feu. Sauf que Washington a posé une condition préalable super stricte. C'est ça, la libération et la sécurisation du détroit d'Ormuz. Et évidemment, Téhéran refuse de concéder ça. Pour comprendre pourquoi ce détroit, c'est vraiment le nerf de la guerre, il faut visualiser la géographie du truc. Vas-y, explique-nous. Le détroit d'Ormuz, en fait, c'est pas une vaste mer ouverte. C'est un couloir maritime de seulement 33 km de large à son point le plus resserré. 33 km, c'est minuscule à l'échelle mondiale. Ouais, carrément. C'est un goulot d'étranglement par lequel transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole chaque jour. C'est énorme. Imaginez juste une autoroute vitale pour l'économie mondiale où un seul navire coulé au mauvais endroit peut paralyser la planète entière. Et cette paralysie, elle frappe directement le portefeuille du citoyen américain en premier. Absolument. Le prix de l'essence a franchi cette barre symbolique et très psychologique des 4 $ le gallon aux États-Unis. Et ça, politiquement, ça pardonne pas. Non du tout. Lors de récents rassemblements publics, les analystes rapportent une scène impensable. L'électorat du président, cet électorat populaire, qu'il a élu justement sur la promesse de stopper les guerres lointaines et de baisser le coût de la vie. Ouais, ils ont commencé à le huer. Voilà, c'est un signal d'alarme absolue à la Maison-Blanche, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. C'est clair, l'administration est sous une pression insoutenable. Et ça nous amène au constat un peu glaçant fait par le général Jim Mattis. L'ancien secrétaire à la Défense, c'est ça? Exactement. Il a expliqué au pont de l'industrie pétrolière qu'il n'existe en fait aucune bonne option pour sortir de ce bourbier. C'est le pire scénario pour un stratège. Ouais, le dilemme est chirurgical. Si le pays bagage rapidement, l'Iran garde la mainmise sur le détroit d'Ormuz. Et stratégiquement, c'est perçu comme une défaite américaine inacceptable. Mais s'il reste? S'il décide de rester et de se battre, le conflit s'annonce atrocement long, coûteux et politiquement suicidaire pour l'administration en place. Et ce qui rend l'équation encore plus insoluble d'après les analystes, c'est que les États-Unis et leur allié régional Israël ne mènent pas la même guerre. Oui, c'est deux salles, deux ambiances. C'est un peu comme observer une partie d'échecs en double, où les deux partenaires jouent avec des règles complètement différentes. C'est une super métaphore. Pour Washington, l'objectif est pragmatique. Stopper la, je cite, toxicité géopolitique de l'Iran, rouvrir le détroit et repartir. Alors que pour Israël, c'est une guerre de survie absolue. L'objectif, c'est pas le maintien de l'ordre maritime, c'est vraiment de faire tomber le régime iranien et d'éradiquer son programme nucléaire. L'échec et mat n'a pas du tout la même définition pour les deux, en fait. Non, et ton analogie est très juste parce qu'elle met en lumière ce que le théoricien militaire Clausewitz appelait le brouillard de la guerre. Le fameux brouillard, oui. Voilà, la guerre n'est jamais un algorithme prévisible. C'est un chaos de volontés contraires. La pression électorale interne étouffe le président américain et le pousse vers une résolution hyper frénétique. Presque. Précipité. Ouais. Sans que les objectifs finaux soient alignés avec ses propres alliés sur le terrain. Et cette frustration monumentale, face à cet enlisement, finit par provoquer une véritable explosion en plein vol de l'Alliance Atlantique. C'est le moins qu'on puisse dire. Le point de rupture le plus spectaculaire qu'on retrouve dans les sources, c'est la France. Paris a pris une décision choc qui a fait trembler les murs du Pentagone.
Le fameux refus de survol. Exactement. Le refus strict total d'autoriser le survol de l'espace aérien français par des avions de transport israéliens qui convoyaient du matériel militaire. Et ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une décision actée au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron l'a justifié publiquement depuis le Japon. C'était quoi son argument principal? Le message de la France est clair. Pas d'engagement dans cette guerre. La doctrine française soutient qu'on ne peut pas bombarder une région explosive pendant des semaines sans avoir le moindre cadre établi pour gérer l'après-guerre, quoi. Donc sans vision politique pour le jour d'après, l'option militaire, c'est juste une fuite en avant. Exactement, c'est perçu comme tel à Paris. La réaction a été foudroyante. Colère noire immédiate à Washington et une riposte diplomatique d'Israël qui a suspendu séance tenante ses importations d'armes françaises. Ouais, alors on parle d'environ 150 millions d'euros de contrat, hein. Ce qui n'est pas énorme si. Non, c'est littéralement une goutte d'eau dans le budget global de la défense, mais la violence symbolique du geste, elle, est inouïe. C'est un message politique très fort. Complètement. Et la violence de la réaction s'explique surtout par l'incompréhension de l'histoire française par beaucoup d'observateurs internationaux. Ce non français, c'est pas un caprice du moment. C'est pas nouveau en fait. Non, c'est l'ADN même de la diplomatie de la Ve République. En 1973, pendant la guerre du Kippour, le président Georges Pompidou avait déjà formellement refusé que les avions américains traversent le ciel français. Ah oui, pour ravitailler Israël, c'est ça. C'est ça. Et 13 ans plus tard, en 86, rebelote, François Mitterrand interdit le survol aux bombardiers américains en route pour frapper la Libye. La France n'a aucun traité militaire d'assistance automatique avec Israël. D'accord. Donc ce refus s'inscrit vraiment dans une longue et stricte tradition d'indépendance souveraine. Attends, je t'arrête tout de suite sur ce point. Je comprends bien la continuité historique de la doctrine française, c'est très clair. Mais je vais faire l'avocat du diable un instant. Vas-y, je t'écoute. Dans le monde d'aujourd'hui, l'économie entière est asphyxiée par ce blocage à Hormuz. Les prix explosent, l'inflation grimpe, C'est un fait. sans compter que le régime iranien est considéré comme une menace sécuritaire directe pour l'Europe elle-même. Du coup, en disant que ce n'est pas notre guerre, en fermant son espace aérien, l'Europe ne commet-elle pas une erreur monumentale? C'est une excellente question. Regardez les bateaux couler en croisant les bras, l'inaction ne coûte-t-elle pas infiniment plus cher que l'engagement, au final? C'est l'immense débat qui déchire toutes les chancelleries européennes à l'heure actuelle, d'après les documents. Et ce qui donne le vertige, c'est que la rébellion française est devenue hyper contagieuse. Paris n'est plus seul dans ce cas. C'est ça. C'est pas juste Paris qui fait cavalier seul, c'est tout le front européen qui oppose une fin de non-recevoir et ça pousse carrément l'OTAN au bord du gouffre. Ouais, et ce n'est plus juste une exception culturelle française. L'Espagne a cadenassé son espace aérien aux avions américains, allant jusqu'à qualifier cette guerre d'illégale selon le droit international. C'est un mot très fort en diplomatie. Très fort. En Italie, c'est fascinant aussi. La première ministre Giorgia Meloni a d'abord tenté un numéro d'équilibriste pour rassurer Washington. Ouais, elle essayait de ménager la chèvre et le chou. Exact. Mais la pression interne de sa population contre la guerre était si violente que c'est le Parlement italien lui-même qui a dû freiner des quatre fers. Ils ont bloqué in extremis l'atterrissage des avions militaires américains. Et le coup de grâce, en fait, il vient de Londres. Ah oui, la fameuse relation spéciale avec les États-Unis. Bah oui, le Royaume-Uni, c'est historiquement le partenaire qui dit toujours oui. Or, le Premier ministre Keir Starmer a refusé catégoriquement l'utilisation des bases militaires britanniques à des fins offensives. Waouh, c'est un changement de paradigme énorme. Tectonique même. Pour les États-Unis, qui ont bâti toute leur stratégie sur une solidarité atlantique un peu aveugle depuis 80 ans, c'est un choc systémique total. Et on connaît la méthode de Donald Trump, la riposte verbale maximale. Ça ne rate jamais. Il s'en prend directement à l'Alliance Atlantique en la qualifiant publiquement de tigre de papier. Il menace même, sans aucun filtre, de retirer purement et simplement les États-Unis de l'OTAN. Et ça soulève une question super importante là. Est-ce que les États-Unis peuvent vraiment claquer la porte de l'Europe comme ça C'est vrai, est-ce que c'est faisable légalement ? Théoriquement, le Congrès américain a mis en place des barrières légales pour empêcher un président de se retirer sur un simple coup de tête. Mais au-delà du droit, il y a la physique de la géopolitique, tu vois. La logistique, les bases, tout ça ? Exactement. La superpuissance américaine repose sur des infrastructures bien physiques. Prenons la base de Ramstein en Allemagne, par exemple. Oui, très connu. Si l'armée américaine était Amazon, Ramstein, ce serait leur méga centre de tri logistique pour toute la moitié est du globe. C'est le passage obligé. Sans Ramstein, aucun soldat, aucun drone, aucune caisse de munitions ne part vers le Moyen-Orient ou l'Afrique. Donc quitter l'Europe, pour Washington, ce serait pas punir l'Europe. Ce serait s'amputer de son propre système nerveux militaire.
C'est passionnant vu sous cet angle. Et pendant que la famille occidentale jette un peu sa vaisselle par les fenêtres, le vide créé attire inévitablement les regards. Et la nature a horreur du vide. C'est là qu'entre en scène le grand bénéficiaire de ce chaos, la Russie, avec la Chine en embuscade silencieuse. On assiste vraiment à une fusion des conflits. Ouais, ça se rejoint. Les accusations portées par le président ukrainien Zelensky, dans nos sources, elles donnent carrément froid dans le dos. D'après lui, la Russie aurait fourni à plusieurs reprises des images satellites en ultra-haute résolution de bases saoudiennes directement à l'Iran. Et ces renseignements satellites ont permis des frappes d'une précision diabolique, dont la destruction pure et simple d'un avion AWACS. Alors, pour qu'on visualise bien, un AWACS, c'est quoi exactement ? C'est pas un simple avion de chasse, c'est un gros Boeing surmonté d'un immense dôme radar. C'est vraiment le cerveau de l'opération aérienne. Ah, d'accord. Une machine ultra complexe qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars et qui détecte absolument tout ce qui vole à des centaines de kilomètres à la ronde. Donc le détruire, c'est rendre les forces américaines aveugles. Exactement. Et l'implication russe ne s'arrête pas là. Sur le terrain, on a retrouvé des débris de drones iraniens Shahed, comportant des instructions gravées en caractère cyrillique. Attends, ce détail change tout. Ce n'est plus du tout le cliché des petites armes artisanales bricolées dans le désert sous embargo. Co-aide activement Téhéran. Oui, la Russie intègre ces systèmes de guidage de précision de niveau militaire dans la balistique iranienne. Ça leur permet de contourner les défenses antiaériennes occidentales les plus sophistiquées. Les deux complexes militaro-industriels sont désormais interconnectés. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que la dimension économique de cette alliance de circonstances est totalement paradoxale. C'est le moins qu'on puisse dire. Souvenons-nous de l'électeur américain en colère face au prix de l'essence au début de notre discussion. Le fameux gallon à 4 $. Voilà. Pour faire chuter les cours mondiaux du pétrole et sauver ses élections, l'administration Trump décide de lever les sanctions qui pesaient sur le pétrole russe. C'est dingue quand on y pense. Et le résultat tombe immédiatement. Un pétrolier russe achemine 730 000 barils de brut à Cuba, et ce, avec la bénédiction implicite de Washington. Les revenus pétroliers de Moscou ont bondi, passant de 135 à 270 millions de dollars. C'est la boucle infernale de la géopolitique moderne, en fait. C'est fou. L'argent débloqué par les États-Unis pour calmer leur propre opinion publique, il sert directement à financer l'offensive de printemps de Vladimir Poutine en Ukraine. Donc les deux guerres se nourrissent l'une l'autre. Oui, et si on relie tout ça à une vision un peu plus large, la guerre au Moyen-Orient et la guerre en Europe de l'Est ont complètement fusionné. C'est plus qu'un seul et vaste théâtre d'opération. Et à court terme, la Russie est le grand vainqueur de cet effondrement de la solidarité occidentale. Et face à cette évidence, face au fait que la Russie aide l'Iran à détruire des appareils américains à plusieurs centaines de millions de dollars, la réaction de Donald Trump, décrite dans nos sources, est hallucinante. Il balaye le truc d'un revers de main, c'est ça, C'est ça. Il affirme publiquement que l'aide russe à Téhéran ne pose, je cite, aucun problème. C'est un pragmatisme poussé à l'extrême. Ouais. Le président américain accepte de fermer les yeux sur l'armement de son propre ennemi tant que ça permet de faire baisser le prix de l'essence dans l'Ohio. Pour résumer. Et pendant que les États-Unis s'embourbent et que la Russie encaisse les dollars, la Chine, elle reste dans le silence de celui qui calcule. Pékin observe. C'est frappant, ouais. Pendant que les navires occidentaux se font tirer dessus dans le détroit d'Ormuz, la flotte commerciale chinoise, elle, traverse la zone sans la moindre égratignure. C'est vraiment le bon plan pour eux. Ils n'agissent pas comme une force proactive essayant d'arrêter la guerre. Ils subissent la situation avec énormément de patience en attendant la fin des hostilités. Leur but, c'est d'être là pour la suite. Exactement. L'objectif, c'est d'être les premiers sur place pour rafler les gros contrats de reconstruction et sécuriser de nouveaux approvisionnements énergétiques à un prix complètement sacrifié. Donc qu'est-ce que tout ça signifie au final ? Si on résume la situation, les Américains sont piégés, le temps est au bord de l'implosion, les Russes s'en réjouissent et les Chinois patientent. Le tableau est sombre. La question inévitable devient alors que fait l'Europe de son côté ? Comment se prépare-t-elle à l'éventualité d'un monde sans le fameux parapluie américain ? Bonne question. On a pu avoir un aperçu de ces décisions de l'ombre à travers la France et son fameux PC Jupiter. Tu peux nous en parler ? Ouais, le PC Jupiter, c'est vraiment le centre névralgique de la dissuasion française. C'est un bunker qui est construit à 70 mètres sous les jardins du Palais de l'Élysée. Rien que ça. Et c'est ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire une structure métallique conçue spécifiquement pour bloquer absolument toutes les ondes électromagnétiques de l'extérieur. Pour éviter les fuites, j'imagine. C'est ça. Aucun signal n'entre, aucun ne sort. C'est physiquement impossible d'y utiliser un téléphone portable ou d'y placer un micro à distance. Et c'est dans ce huis clos total qu'Emmanuel Macron réunit son conseil de défense restreint. Le contraste stylistique et opérationnel avec la présidence américaine actuelle est d'ailleurs super saisissant d'après les documents. C'est le jour et la nuit.
Au même moment, Donald Trump a snobé la célèbre Situation Room de la Maison-Blanche. Il a fait installer son propre centre de commandement au cœur de sa résidence privée de Mar-a-Lago, en Floride. Il gère une crise mondiale depuis un club privé de golf, en somme. C'est ça. Mais revenons dans ce bunker parisien. Que s'y passe-t-il exactement pendant ces réunions? Il s'y joue la confrontation classique entre l'évaluation purement militaire et la décision politique. Les états-majors sont par nature très prudents. Ce qui est normal. Oui, ils apportent des analyses pleines de oui mais. Ils décortiquent les risques d'escalade, le coût logistique et bien sûr le coût potentiel en vie humaine. Mais in fine, c'est le politique qui reste seul avec le bouton de la décision. Et la situation est d'autant plus épineuse que la France possède une base interarmée majeure aux Émirats arabes unis depuis 2009, juste en face de l'Iran. Et c'est là qu'on trouve notre wild card, la carte imprévisible qui pourrait faire basculer l'Europe dans la guerre malgré elle. Pourquoi? Que font les Émirats? Les Émirats arabes unis poussent en coulisses pour entrer dans la danse et sécuriser le Golfe par la force. Et c'est le piège classique des alliances régionales. C'est-à-dire que si les Émirats attaquent, S'ils lancent des opérations militaires et subissent en représailles des tirs de missiles iraniens sur leur territoire, ils pourraient immédiatement invoquer les accords de défense qui les lient à Paris. ah ouais, l'engrenage. Mécaniquement, la France se retrouverait entraînée dans un conflit armé direct pour défendre le territoire émirati. Ça pulvériserait au passage toute sa posture de neutralité prudente. D'autant plus que l'Iran n'affrontera jamais l'Occident sur un champ de bataille ouvert avec des chars et des avions. Ils excellent dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique. C'est leur spécialité, oui. Pour faire simple, c'est la stratégie du faible au fort. Quand vous ne pouvez pas gagner militairement de front, vous utilisez des voies de contournement un peu brutales. Comme ce qui s'est passé avec la journaliste, là. Exactement. L'enlèvement en Irak de la journaliste américaine Shelly Kittleson par des milices pro-iraniennes en est l'illustration parfaite. On n'attaque pas une armée, on prend en otage un civil pour terroriser l'opinion publique. Et pour paralyser le pouvoir politique en face, bien sûr. C'est redoutablement efficace. Et ce type de méthode asymétrique met vraiment en lumière la plus grande faiblesse de l'Europe actuelle. Si les dirigeants dans leur bunker ont pris conscience que le protecteur américain pourrait plier bagage, il y a un décalage abyssal avec la réalité des sociétés civiles européennes. Les gens ne sont pas au courant, hein. Les populations ne sont ni psychologiquement, ni matériellement préparées à l'éventualité d'une guerre de haute intensité sur leur sol, ou à ce qu'on appelle tristement le prix du sang, quoi. Ça fait froid dans le dos, dit comme ça. Les analystes dans nos sources estiment qu'il faudrait entre 5 et 15 ans pour réarmer moralement et industriellement l'Europe face à un conflit majeur de ce type. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, le statu quo européen repose entièrement sur les 85 000 soldats américains toujours stationnés sur le continent. C'est la seule assurance vie. Absolument. Si cette force de dissuasion venait à disparaître, ou pire, à être perçue comme un simple bluff à cause des tergiversations politiques à Washington, L'Europe serait à nu. le continent se retrouverait extraordinairement vulnérable. Vulnérable face à des adversaires étatiques qui, eux, ont cultivé le temps long, l'endurance et vraiment la culture de l'affrontement armé depuis des décennies. Si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, la situation est vertigineuse. Nous faisons face à un nœud gordien où la pression sur le pouvoir d'achat d'un électeur américain fait trembler le monde entier. C'est l'effet papillon géopolitique. Voilà, un président sous pression électorale affronte un régime iranien expert en contournement. Autour d'eux, les vieux alliés européens se rebellent, refusent d'ouvrir leur ciel et provoquent la plus grave crise de l'histoire de l'OTAN. Tout à fait. Et pendant ce temps, dans l'ombre, la Russie encaisse les dividendes pétroliers pour financer sa propre guerre, tandis que la Chine atteint simplement de rafler la mise. La grille de lecture qu'on avait depuis la fin de la guerre froide où le camp occidental avançait de façon unie derrière la puissance américaine, Elle n'existe plus. non, elle est littéralement en train d'éclater en 1000 morceaux sous nos yeux, d'après les documents qu'on a étudiés. Et ça m'amène à une réflexion finale pour nos auditeurs en prenant un peu de hauteur. Si les États-Unis abandonnent leur rôle de garant des routes maritimes, comme on le voit au détroit d'Ormuz, Ouais. et si l'Europe refuse d'assumer ce fardeau, qui va sécuriser les autres infrastructures invisibles, mais vitales de notre quotidien demain? C'est une vraie question. On pense souvent qu'au pétrole, mais il y a le reste. Exactement, on ne parle pas que des pétroliers. Qu'adviendra-t-il des milliers de kilomètres de câbles sous-marins au fond des océans qui font tourner l'intégralité de notre Internet et de nos transactions financières? Ça fait peur d'y penser. Qui protégera nos satellites en orbite qui gèrent nos GPS, nos télécommunications? Si l'ordre mondial devient un gigantesque chacun pour soi, sans superpuissance pour faire la circulation, le chaos semble inévitable.
C'est une pensée qu'on vous invite à explorer de votre côté. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse, gardez toujours l'esprit critique et à très bientôt.